Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sud FM, Sen Radio, les titres de ce journal. Le lycée Seydou Nourou Tall va bel et bien reprendre les enseignements et apprentissages ce 25 juin, conformément à la décision du gouvernement. Les autorités ont trouvé une solution au problème de manque d'eau soulevé par la direction de l'école, les enseignants et les parents d'élèves. Selon l'inspectrice d'académie de Dakar, la CNO va mettre chaque jour à la disposition du lycée des citernes d'eau. 23 juin 2011, 23 juin 2020, 9 ans après les manifestations, rien que de la déception selon Thierno Bokoum du mouvement Agir. Les Sénégalais également se prononcent, même si les souvenirs restent. Ils demandent au gouvernement de ne pas oublier le but de cette manifestation. Il n'y a pas encore de convergence de lutte et une masse critique pour créer un rapport de force. Conviction du journaliste analyste politique Momar Diong. Il sera notre invité. Ndialagne, dans la commune de Léona, département de Louga, une localité enclavée qui manque presque de tout. Pas d'eau, pas d'électricité, ni d'infrastructures de base adéquates. Fatigués, les habitants menacent de barrer la route pour se faire entendre. Et puis nous parlerons aussi du coronavirus. Le Sénégal a franchi le cap des 6000 cas positifs, plus précisément 6034 cas, 64 nouvelles contaminations et 3 nouveaux décès recensés ce mardi. Vous aurez également Info Éco, ce sera avec Hafsa Elimanouane. Voilà pour les titres. Sud-Soir. Est à la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Pas de reprise des cours ce 25 juin au lycée Seydou Nourou Tall. Le comité d'alerte et de veille qui regroupe la direction, les enseignants, les parents d'élèves jugent impossible la reprise à cause d'un manque criard d'eau. Le protocole sanitaire n'est ainsi pas respecté. Les précisions de Samba Diouf, secrétaire général adjoint de l'Académie de Dakar du CUSAMS, professeur au lycée Seydou Nourou Tall. Il est avec Issegna. En fait, nous n'avons pas décidé de ne pas ouvrir. Mais nous sommes dans l'impossibilité d'ouvrir. Je pense que la nuance, pour moi, elle est importante. Nous sommes dans l'impossibilité d'ouvrir. Pourquoi? Parce que depuis 6 ans, au niveau du lycée Thierno Seydou Nourou Tall, nous avons un problème d'eau. Vous pouvez aujourd'hui aller vérifier, il n'y a pas une seule goutte d'eau au niveau du lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Ce qui fait donc que pour être en phase avec le protocole sanitaire, nous ne pouvons prendre aucun risque parce que l'eau est extrêmement importante dans la prévention contre le Covid. Voilà donc les raisons pour lesquelles nous pensons, après rencontre au lycée, qu'il est impossible de reprendre les enseignements ce jeudi au lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar. Le président de l'association des parents d'élèves du lycée juge cette décision sage et légitime. Sans eau, impossible de respecter le protocole sanitaire, explique Khalifa Mboup, qui interpelle à nouveau le ministère de l'Éducation nationale pour une solution définitive à ce problème qui perdure. Khalifa Mboup, président de l'APO, micro de Issegna. Immédiatement, j'ai dit oui, parce que le comité d'alerte et de suivi qui a pris la décision est un comité dans lequel l'association des parents d'élèves du lycée est représentée. Donc c'est une décision que nous soutenons aussi, pour les raisons objectives qui l'ont motivé, notamment l'absence d'eau dans le lycée depuis plusieurs mois, mais surtout qui s'est aggravée ces 2 dernières semaines. Parce qu'avant, il nous arrivait de pouvoir appeler les sapeurs-pompiers, ce que nous avons toujours fait d'ailleurs, qui venaient à la rescousse, mais vous savez, quand c'est pour 1 fois, 2 fois le mois, c'est possible. Mais quand il faut faire venir les sapeurs-pompiers tous les 2 jours, c'est pas possible puisque ce n'est pas leur mission. Donc voilà pourquoi nous avons dit, nous soutenons effectivement la décision prise par ce comité et dirigée par le proviseur de ne pas ouvrir le lycée le jeudi 25. Sauf si entre-temps, la situation s'améliore. Mais nous soutenons cette décision. Vous n'avez pas des craintes par rapport au déroulement des enseignements pour les élèves en classe d'examen? Si, nous n'avons que des craintes d'ailleurs. Autant nous avons des craintes pour les enseignements, autant nous avons des craintes pour les risques sanitaires que courent nos enfants, que court le personnel, que courent les enseignants, dans un établissement où il n'y a pas d'eau, les toilettes ne sont pas, etc., etc. Parce que la question de l'eau est une question fondamentale. Tu as beau prendre des masques, tu as beau te laver les mains avec du gel,
Mais la question de l'eau, elle est fondamentale. Et on y travaille depuis très longtemps, mais on n'a jamais eu de réponse favorable. Et peut-être que je peux vous expliquer très rapidement que pourquoi c'est un problème qui date de longtemps. C'est que depuis que le pont qui est en face du lycée est là, les tuyaux sont coincés. En tout cas, c'est ce que nous ont dit les techniciens de l'ancienne SDE. Donc, on ne peut plus recevoir de l'eau normalement. L'idée, c'était maintenant que la SDE, qu'on a saisie, ou que le ministère de l'Éducation, qu'on a saisi, et la dernière saisine, je pense, date de novembre 2017, mais il n'y a pas eu de réponse. L'inspection d'Académie de Dakar prend le contre-pied des parents d'élèves et des enseignants. Il y aura bel et bien reprise des cours au lycée Seydou Nourou Tall puisqu'une solution a été trouvée au problème de manque d'eau. La CNO va mettre chaque jour à la disposition du lycée des citernes d'eau, le temps de régler définitivement le problème qui dure depuis 5 ans. Écoutons Khadijatou Diallo, inspectrice d'Académie de Dakar, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Ce qui s'est passé, c'est que le lycée Seydou Nourou Tall traverse cette situation depuis 5 ans et que depuis 5 ans, le proviseur a fait des démarches, le ministère également, puisqu'il y avait des problèmes d'adduction avec la construction du pont. Le lycée n'avait plus de possibilité d'avoir l'eau courante à tout instant. Donc, il y avait beaucoup de moments de pénurie. Ces temps-ci, avec la Covid, vous savez que s'il n'y a pas d'eau, l'école n'ouvre pas. Donc, on était là-dessus. Et que finalement, avec monsieur le gouverneur, nous l'avons informé de la situation. Et monsieur le gouverneur a appelé le directeur général de CNO, donc, qui a promis de mettre des citernes d'eau tous les jours, en attendant qu'on termine le devis pour régler définitivement ce problème d'adduction d'eau. On est là-dessus et chaque jour, des citernes vont être positionnées, le temps de régler le problème technique donc lié à cette adduction d'eau. Voilà l'information. Pour vous dire que donc il y aura ouverture si c'est un problème d'eau seulement qu'on pose. Nous continuons à nous préparer au niveau du lycée Seydou Nourou Tall et comme au niveau des autres écoles et établissements. Il n'a jamais été question, Madame le proviseur n'a jamais émis l'idée de ne pas ouvrir parce qu'on avait déjà cette solution avec monsieur le gouverneur. En tout cas, il y aura des citernes qui vont être positionnées parce que, je vous l'ai dit, le problème date de plus de 5 ans. Donc, nous sommes en train de le régler. Moi, j'ai été informé tout récemment de cette situation-là. Et depuis lors, nous sommes en train de voir les solutions apportées parce que quand même, ça dure depuis trop longtemps déjà. Parlons à présent de la Covid-19, le cap des 6034 cas franchis au Sénégal, 64 nouvelles contaminations révélées ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 3 nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le bilan macabre à 89 morts. Le point du jour avec Dr Aloïse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Lecture du communiqué numéro 114. De ce mardi 23 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1045 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 51 contacts suivis par nos services. 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Kermassar 2 cas, Pikine 1 cas, Mbao 2 cas, Scat Urbam 2 cas, Grand Yoff 1 cas, Mariste 1 cas, Mamel 1 cas, Liberté 4 1 cas, Yoff 1 cas et Touba 1 cas. 93 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ce lundi 22 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable.
À ce jour, 6034 cas ont été déclarés positifs, dont 4046 guéris, 89 décédés et donc 1898 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À Ziguinchor, la Covid-19 étend ses tentacules dans la région. Une vingtaine de cas sont détectés ces derniers jours. Cette résurgence de la maladie dans la région inquiète les autorités sanitaires qui déplorent le relâchement des populations. Ignace Ndeye. Une vingtaine de cas de Covid-19 détectés dans la région ces derniers jours. Le coronavirus gagne du terrain à Ziguinchor. Aux 19 cas positifs enregistrés dans la région, le temps d'un week-end entre vendredi et dimanche s'ajoutent 8 autres cas détectés lundi dans la région, portant à 27 cas positifs enregistrés en 4 jours dans la région de Ziguinchor. De quoi inquiéter sérieusement dans une région où l'assouplissement des mesures engendre des conséquences néfastes. Les autorités sanitaires interpellées sur la recrudescence de ces cas positifs de Covid-19 à Ziguinchor ces derniers jours parlent de relâchement. Très peu de gens portent leur masque. Le lavage des mains à l'entrée des maisons n'existe presque plus. La distanciation est reléguée au second plan. Les gens vaquent librement à leurs occupations comme en temps normal, laissant libre cours au virus qui étend ses tentacules dans la région. Une région où cette recrudescence de cas inquiète sérieusement. Et comme si cela ne suffisait pas, un cas communautaire de Covid-19 est même détecté chez un enseignant. De quoi enfler les inquiétudes à quelques jours de la reprise des cours. Aujourd'hui, ce sont 35 malades de Covid-19 qui sont en hospitalisation dans les centres de traitement qui abritent les malades de Covid-19 à l'hôpital régional de Ziguinchor et au stade Aline Sitoé Diatta. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, parlons de toute autre chose. À Tataguine, les populations ont profité de la remise de kits alimentaires pour exprimer leur amertume. Pas d'eau ni d'électricité. Les populations ne sentent pas les réalisations du maire, nous dit Babacar Sow. Calvaire des populations de Tataguine en cause le manque criant d'eau et d'électricité, une situation que dénoncent jusqu'à la dernière énergie les populations de cette localité. L'aide Covid-19 du responsable politique de l'APR dans la zone Ibundiaï, un prétexte pour les femmes de Tataguine qui n'en peuvent plus à les en croire d'exprimer leur amertume. Doudou Diagne, adjoint au maire de Tataguine, revient sur la souffrance des populations. C'est juste pour confirmer ce que viennent de dire les dames. Au niveau de la commune de Tataguine, la majeure partie des villages n'ont pas d'électricité ni de l'eau. C'est une réalité qui est là, que nous vivons chaque jour. Le problème de l'eau, aujourd'hui, la majeure partie des populations utilisent de l'eau des puits, le courant. Beaucoup de ménages utilisent des bougies. On peut dire qu'ici à Tataguine, le maire gère la mairie comme son entreprise individuelle. La raison pour laquelle la population n'a pas senti ces réalisations. En ce qui me concerne et ce que je vois, je n'ai vu aucune réalisation en tant qu'adjoint au maire. Une aide Covid-19 évaluée à près de 15 tonnes de riz, appréciée à sa juste valeur, surtout chez les populations laissées en rade au niveau de l'appui du gouvernement sénégalais. Doudou Diagne. Moussa Ndiaye Ibou vient à son heure pour aider la population de Tataguine. Comme vous le savez vous tous, récemment avec un lot de produits désinfectants d'une valeur de 2 millions, avec 1000 masques aussi. Aujourd'hui il est revenu avec 15 tonnes de riz et d'une valeur de 4 350 000 pour aider la population. Pour ceux qui n'ont pas bénéficié d'aide alimentaire, pour qu'on puisse bénéficier. Nous ne faisons que lui remercier et aussi lancer un appel au président de la République pour lui dire que Moussa Ndiaye Ibrahima vraiment mérite d'une promotion parce qu'il l'a fait, il a travaillé, il a tout fait pour la population de Tataguine. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Dans la commune de Léona, département de Louga, des habitants de Ndialagne menacent de barrer la route moyen pour se faire entendre. La localité enclavée manque presque de tout. Pas d'eau, pas d'électricité, les infrastructures de base font défaut, l'accès y est difficile. Les habitants ont transformé la place du village en mur de lamentation. Lamine Gueye Saman. Situé dans la commune de Léona, dans l'arrondissement de Sakal, département de Louga, Ndialagne est d'accès difficile. Une piste trop sablonneuse et très sinueuse, quasi impraticable, mène à cette localité vieille d'un siècle et demi. L'enclavement n'est pas le seul problème du village. Les 10 500 âmes qui y vivent sont toujours dans les ténèbres. Amadou Diop et du village de Ndialagne. Ce que vous voyez là-bas, il n'y a même pas de latérite. C'est une piste sablonneuse. Quand on a eu notre production, les charrettes ne peuvent même pas emprunter cette route. On est obligé de faire des déviations, prendre l'ancienne route qui mène Potou à Ndialagne, qui fait des 7 km. Nous déplorons vraiment
on sent que l'État nous a oubliés. Nous lançons un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Nous, Ndialeng, pourquoi on ne mérite pas cette électricité? Aujourd'hui, même pour charger un téléphone portable, on est obligé d'aller à Potou ou bien à Gabar. À Ndialeng, l'eau est une denrée rare. Son système de distribution est moyen en jeu. La case de santé construite par les populations elles-mêmes n'existe que de nom. Pas d'infirmiers, pas de matériel. Les panneaux solaires qui y étaient installés ne sont plus fonctionnels. Le seul établissement primaire du village sous abri provisoire voit rarement le seul enseignant qui y officie, même si ce n'était pas la période de pandémie de Covid-19. Les malades sont évoqués sur des charrettes, des chevaux, l'âne. Vraiment, c'est déplorable. L'eau, vous-même, vous pouvez le constater. À votre arrivée, vous avez vu des femmes puiser dans des puits. Ça, c'était émergent. Des femmes qui se réveillent à 4 heures du matin, qui laissent leur mari coucher, qui mettent des queues pour avoir cette liquide précieuse. Et surtout en cette période de pandémie de la Covid-19, on ne se lave plus. Si nos revendications ne sont pas prises en compte par le chef de l'État ou bien les autorités municipales, on va marcher. Et nous nous même de barrer la route des Niayes. Les populations de Ndialeng, à 2 km d'Agabar, hommes et femmes, jeunes et vieux, ont transformé la grande place publique du village en mur de lamentation le temps d'une après-midi. Lamine Gueye, Saman Louga, Sud FM. Le site juste poursuit son mouvement de grève qui prend fin demain. 72 heures, c'est le mot d'ordre décrété pour exiger le respect des engagements signés avec le gouvernement. Ces travailleurs de la justice sont soutenus dans leur lutte par l'UNSAS qui se réserve le droit de généraliser la lutte si le gouvernement ne met pas en œuvre l'ensemble des accords signés avec le site juste. Ibrahim Mané, membre du secrétariat exécutif de l'UNSAS, joint par des Mariam Ndiaye. Par rapport à cette grève, l'UNSAS ne comprend pas pourquoi le ministre de la Justice s'entête à refuser le dialogue social dans un contexte aussi difficile que nous connaissons, un contexte de tension sociale exacerbée par la crise sanitaire. Le ministre s'entête à refuser d'appliquer des accords qui sont déjà signés, bien datés, et qui portent la signature du président de la République, puisque le contenu de ces accords a fait l'objet de décrets, de plusieurs décrets. Il reste simplement que le ministre de la Justice doit, qu'il publie ces décrets dans le journal officiel et permettre l'application de ces décrets-là. Les camarades sont en train de courir derrière cette application et le ministre refuse. Il s'entête et il se singularise par une indifférence et il ne reçoit personne. C'est ce que nous ne comprenons pas. Sud FM, l'info, c'est ici. 23 juin 2011, 23 juin 2020, 9 ans après, les Sénégalais se souviennent de la date du 23 juin et du projet de réforme constitutionnelle du président d'alors. Même si les souvenirs restent amers, ils demandent au gouvernement actuel de ne pas oublier le but de cette manifestation qui était de faire respecter la Constitution et la démocratie. C'est un micro-trottoir réalisé par Adji Fatou Barry. Non, je ne crois pas que le combat a été gagné, franchement. Je ne crois pas que le combat a été gagné parce que 9 ans plus tard, on revoit les mêmes failles gouvernementales, les mêmes erreurs aussi. C'est pas trop important. Je pense que le combat a été nul puisqu'on se battait pour une chose et on en a créé une autre. Donc ça n'a pas été trop rentable pour la population. Démocratie, yàgg na fi te askan bi yàgg nañ xeex lu bëri daal côté boobu noonu. Je crois bien qu'il est très important de choisir ses dirigeants. Franchement, il est très important de choisir ses dirigeants. Ne pas élire quelqu'un juste parce que le gars me plaît ou il a fait ceci pour sa région ou cela. Il faut vraiment qu'on réévalue les critères de l'élection présidentielle. Parce que élire quelqu'un qui va 2 ans après revenir sur ses paroles et dire du wax-waxet, c'est pas trop important quoi, franchement. C'est pitoyable même. Donc il faut que la jeunesse sénégalaise puisse prendre ses parts de responsabilité concernant certaines choses. Donc ne pas dire que je suis apolitique, je suis contre la politique, donc je ne vais pas voter, je ne vais pas faire ceci, cela. La politique, si tu t'en occupes pas, la politique s'occupe de toi. Donc il faut vraiment que la jeunesse soit consciente. L'an 9 du 23 juin célébré ce mardi dans un contexte de revendications sectorielles. Selon le journaliste analyste politique, il n'y a pas encore cette convergence de lutte et cette masse critique pour créer un rapport de force. Momar Nyong est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Écoutez, pour ce contexte-ci,
on est en train d'assister à des revendications qui me paraissent très sectorielles. Tantôt, c'est le Syljus au niveau de la justice qui manifeste. Tantôt, c'est le monde des enseignants avec des revendications corporatrices. Tantôt, c'est des populations qui se sentent l'objet d'une certaine injustice, comme par exemple les populations de Gadaï qu'on a vu manifester hier. Tantôt, c'est des localités qui sont privées de fourniture d'eau et qui manifestent. Mais il n'y a pas encore cette convergence des luttes qui peut faire basculer un pouvoir ou bien qui peut déboulonner un pouvoir et qui peut l'ébranler. C'est ce que Macky Sall a réussi jusque-là. Je crois que jusque-là, nous avons des manifestations sectorielles. Maintenant, il n'y a pas encore cette masse critique et une convergence de toutes ces manifestations de colère pour que ça puisse peser et faire un rapport de force qui puisse amener le pouvoir à être ébranlé. Et c'est ce que je constate. Et c'est toute la différence qu'il y a entre le contexte des dernières années de Wade, encore une fois, qui avait rendu possible le 23 juin 2011, et le contexte actuel. Momar Nyong, que vous pouvez écouter plus longuement en fin d'édition. Il est notre invité 9 ans après les manifestations du 23 juin 2011. Que reste-t-il de ce combat qui avait mobilisé tout un peuple? Rien que de la déception, répond Thierno Bocoum du mouvement Agir, mais il estime qu'il faut continuer le combat pour la démocratie et les libertés de plus en plus bafouées. Thierno Bocoum, président du mouvement Agir, joint par Mame Diarra Da Silva. Il faut quand même dire que l'ambition que nous avions tous, c'est que le Sénégal puisse complètement changer après le 23 juin, parce que le peuple s'était largement exprimé sur des questions précises, notamment des questions liées à la démocratie. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il reste la déception. Nous sommes déçus. Déçus de voir qu'autant d'énergie avait été utilisée, autant de morts avaient été décomptés, et autant de sacrifices pour en arriver à ce résultat qui est un résultat décevant. Le 23 juin, on ne peut pas le regretter parce que ce fut un jour où il fallait se battre pour la démocratie. Mais le 23 juin n'a pas permis de tout changer. Il faut nécessairement que l'on repense nos combats, que l'on essaie de voir comment faire en sorte que véritablement ces questions majeures liées à la démocratie et aux libertés soient réglées d'une manière définitive dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'est la déception, mais il n'y a pas de regret. Et aujourd'hui, je pense que les réflexions doivent converger sur comment faire pour que définitivement des questions liées à la démocratie et à la liberté puissent être réglées dans notre pays. On ne peut pas renoncer à un combat qui met en avant les principes d'un pays, qui met en avant un état de droit, qui met en avant une démocratie inclusive. On ne peut pas renoncer à un tel combat. Ce Sénégal nous appartient tous, nous n'avons pas le choix. Il faut continuer à se battre pour la démocratie, il faut continuer à se battre pour l'état de droit, il faut converger les forces davantage pour que le Sénégal puisse être sauvé des mains de dirigeants qui pensent le plus souvent qu'à se maintenir au pouvoir. En tout cas, le 23 juin a posé des actes importants pour la postérité et a même produit un président de la République qui a fait sienne les acquis obtenus. C'est la conviction du ministre conseiller Zator Mbaye, joint par Mame Diarra Da Silva. Je pense que ce combat a posé des principes qui s'appelaient non au tripatouillage constitutionnel, non à la dévolution monarchique, non au ticket présidentiel. Je pense que toutes ces dérives qui ont mené à cette ire populaire ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc je peux considérer que oui, ce mouvement du 23 juin a posé des actes importants pour la postérité, et ce mouvement du 23 juin a même produit un président de la République, post-23 juin, qui aujourd'hui fait sienne toutes les recommandations, toutes les orientations que le 23 juin avait posées au Sénégal depuis 2012. Hajj 2020, cette année, seuls les pèlerins présents en territoire saoudien pourront effectuer le Hajj. Décision prise par le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah. Le Rénoffice, regroupement national des voyagistes privés pour le Hajj et la Umrah, salue la décision justifiée par la pandémie de la Covid-19. Selon son secrétaire général, le remboursement des billets d'avion est laissé à l'appréciation du pèlerin.
Rapsé du Manouane. Le Hajj de cette année va se tenir avec la participation d'un nombre limité de pèlerins qui résident déjà en Arabie Saoudite. Cette décision des autorités saoudiennes est saluée par le regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et la Umrah. Son secrétaire général, Mamadou Gueye. C'est une décision que l'on attendait, mais également une sage décision prise parce que les Saoudiens se soucient du bien-être des pèlerins, des hôtes qui viennent pour effectuer le pèlerinage. Donc, vu la propagation de cette pandémie, vraiment c'est sage et c'est très bien d'avoir pris cette décision de limiter le Hajj aux Saoudiens, mais également aux résidents qui vivent en Arabie Saoudite. Cette décision aura un impact certain sur les activités des voyagistes. C'est-à-dire que nous avons commencé à faire des démarches pour l'organisation du Hajj depuis bien longtemps. D'habitude, nous faisons par anticipation. Pour avoir de bons services, il faut très tôt louer des avions, il faut très tôt réserver des hôtels. Comprenez? On avait déjà effectué toutes ces opérations. Si maintenant, à ce moment précis, on fait savoir que le Hajj ne sera plus organisé, certes, nous saluons cette décision, mais effectivement, vous comprendrez qu'il y a un impact vraiment considérable sur les organisateurs privés, parce qu'on a eu à dépenser beaucoup d'argent pour la préparation de cette édition. Pour ce qui est du remboursement des billets d'avion et autres, cela relève exclusivement de la volonté du pèlerin, rappelle Mamadou Gueye. Ça dépend du pèlerin. Nous leur lançons un appel, tout en leur demandant de faire preuve de compréhension, mais également de confiance. L'argent qu'ils ont déjà donné n'est pas perdu. Seulement, cet argent est entre les mains des compagnies d'aviation ou bien entre les mains des hôteliers. Si, Inch'Allah, Allah fait que l'année prochaine, on puisse organiser le Hajj, mais effectivement, ces gens qui avaient cotisé pour cette année seront prioritaires parce qu'ils auront déjà contribué. Pour rappel, le nombre de cas Covid-19 en Arabie Saoudite dépasse les 160 000. Sud FM, l'invité du jour. Comme annoncé, il s'agit de Momar Nyong, journaliste, analyste politique. Il est interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Momar Nyong, vous êtes politologue et journaliste. Bonjour. Bonjour El Hadj Malick. Nous allons parler du 23 juin qui célèbre aujourd'hui son 9e anniversaire. Que reste-t-il du 23 juin? Je pense qu'il n'en reste pas grand-chose du mouvement du 23 juin. Le mouvement du 23 juin, je crois que tous les acteurs, ou bien la majorité des acteurs emblématiques, ont rejoint le camp du pouvoir. Mais je comprends surtout l'intérêt de votre question à travers la comparaison qui peut être faite entre les deux périodes et pour voir s'il peut y avoir un 23 juin bis. Eh bien, pour comprendre cela, il faut replonger dans le contexte des dernières années de Wade pour voir ce qui avait permis la survenue du 23 juin 2011. Moi, je considère que le 23 juin 2011 est la fin d'un long processus. Il y a d'abord ce débat autour de la dévolution monarchique qui a longtemps agité le landerneau politique. Ensuite, il y a que Wade, avant son projet de ticket présidentiel et de modification, de suppression plutôt du cadre bloquant, avait modifié la Constitution à 16 reprises. Donc les personnes étaient à bout et l'attendaient au tournant par rapport à cette réforme qui était celle de trop. Mais il y a pire. Wade a passé plusieurs années de son magistère à se débarrasser d'un certain nombre d'alliés et à renforcer le camp de l'opposition. Souvenez-vous, c'est au bout de 3 mois seulement après la formation du premier gouvernement que quelqu'un comme Ahmad Dansoko, qui était une figure emblématique et un homme consensuel, a été défenestré. Ensuite, au bout de 11 mois, Wade s'était débarrassé de son premier ministre, Moustapha Niasse. Donc la coalition FAL commençait à voler en éclats. Mais il y a pire. Wade commençait maintenant à se débarrasser de son propre fils. D'abord Idrissa Seck, avec lequel il s'est séparé à l'orée de la présidentielle de 2007, mais aussi Macky Sall. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que Wade a permis la convergence de lutte entre plusieurs mouvements. Souvenez-vous qu'il s'est aliéné, à l'époque, des hommes d'affaires, je pense notamment à Youssou Ndour, à qui il avait refusé d'accorder un signal à sa télévision, mais il y a aussi Baratal, qui a connu toutes les misères possibles et imaginables sous le régime de Abdoulaye Wade et qui avait créé son mouvement Yamalé. Et à l'époque aussi, il y avait un mouvement quand même qui avait pignon sur rue, en l'occurrence Y'en a marre. Donc c'est la convergence de toutes ces luttes-là, de tous ces fronts, qui a permis la survenue du 23 juin. Donc on est dans un contexte par rapport à aujourd'hui complètement différent. Parce que plutôt que de renforcer le camp de l'opposition, Macky passe tout son temps à réduire en ayant l'opposition, c'est-à-dire en renforçant sa majorité présidentielle. Ensuite, les membres de la société civile qui avaient particulièrement gêné le pouvoir de Wade
ont été également phagocytés par le pouvoir de Macky Sall, ce qui rend quasiment impossible la survenue d'un 23 juin bis dans ce contexte actuel. Momar Diong, aujourd'hui, il y a un contexte assez particulier marqué par le bradage du littoral, la mauvaise gestion de la riposte contre la Covid, le scandale du pétrole et du gaz, mais surtout la gestion des libertés. Peut-on s'attendre dans ce contexte à un 23 juin bis? Écoutez, pour ce contexte-ci, on est en train d'assister à des revendications qui me paraissent très sectorielles. Tantôt, c'est le SYTJUST au niveau de la justice qui manifeste. Tantôt, c'est le monde des enseignants avec des revendications corporatrices. Tantôt, c'est des populations qui se sentent l'objet d'une certaine injustice, comme par exemple les populations de Gadaï qu'on a vu manifester hier. Tantôt, c'est des localités qui sont privées de fourniture d'eau et qui manifestent. Mais il n'y a pas encore cette convergence des luttes qui peut faire basculer un pouvoir ou bien qui peut déboulonner un pouvoir et qui peut l'ébranler. C'est ce que Macky Sall a réussi jusque-là. Je crois que jusque-là, nous avons des manifestations sectorielles. Maintenant, il n'y a pas encore cette masse critique et une convergence de toutes ces manifestations de colère pour que ça puisse peser et faire un rapport de force qui puisse amener le pouvoir à être ébranlé. Et c'est ce que je constate. Et c'est toute la différence qu'il y a entre le contexte des dernières années de Wade, encore une fois, qui avait rendu possible le 23 juin 2011, et le contexte actuel. Comment Macky Sall a réussi à phagocyter le mouvement du 23 juin? Souvenez-vous, Macky Sall, dans l'entre-deux tours, quand il avait rendu visite au mouvement Y en a marre, il avait dit que jamais, lui, il ne voudrait avoir, une fois au pouvoir, un Y en a marre devant lui. Et il s'est employé à le faire. Et ensuite, la deuxième chose que Macky Sall a réussi, c'est qu'on peut tout dire de Benno Bokk Yakaar, mais la longévité de Benno Bokk Yakaar est exceptionnelle et remarquable par rapport, par exemple, à une coalition de la même dimension que Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence les FAL. Je vous ai dit que les FAL en 2000 avaient commencé à voler en éclats au bout de 3 mois, alors que Macky Sall a quand même réussi à solidifier et à garder uni le Benno Bokk Yakaar jusque-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Macky Sall a muselé un certain nombre d'acteurs. D'abord, des acteurs de la société civile qui ne peuvent plus maintenant faire jonction avec les politiques. C'est-à-dire, il a coupé la passerelle entre ces personnalités de la société civile et les politiques. Mais il y a aussi un segment qui me paraît extrêmement important. Il faut avoir le courage de le reconnaître, c'est la presse. La presse, à l'époque de Wade, avait quand même joué un rôle éminemment important. Vous ne pouviez pas vous lever sans voir quasiment toutes les unes qui soient contre le régime de Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, on se rend compte que Macky Sall a réussi quand même à phagocyter une bonne partie de la presse. Il y a des membres de la presse, par exemple, ou des gens qui ont formé des journaux, qui se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement de Macky Sall, ou bien à la périphérie du pouvoir. À partir de ce moment-là, je crois que le faisceau qui avait permis la survenue du 23 juin a été complètement cassé par Macky Sall. Et je crois que c'est la prouesse qu'il a réussi jusque-là et qui fait que malgré quand même des colères qui sortent de partout, il n'y a pas encore cette masse critique, il n'y a pas encore cette convergence de lutte qui peut lui imposer un rapport de force de la même nature que celle qui a été imposée par Wade par les forces de l'époque. Il y a également, Momar, les dissensions à l'interne même au sein du mouvement du 23 juin. Il y a aussi les dissensions à l'intérieur du 23 juin, vous avez parfaitement raison. Mais la prouesse de Macky Sall, c'est d'avoir surtout réussi à phagocyter et à réduire au silence quasiment les figures les plus emblématiques du mouvement du 23 juin. Et je ne veux pas citer le nom, mais suivez mon regard, il y a énormément de membres éminents, de figures de proue du 23 juin qui ont rejoint le cadre du pouvoir. Il y en a également qui ne sont plus de ce monde. Je pense par exemple à Mohamed Mbodj du Forum civil, qui n'est plus de ce monde. Il y a également d'autres personnalités qui étaient assez emblématiques de la société civile et qui ne sont plus là, ou bien qui ont rejoint le camp du pouvoir. Donc tout cela fait qu'ensuite, il n'y a que le mouvement Y en a marre a quand même connu un certain nombre de déconvenus. Je pense notamment à ce qui s'est passé en République du Congo, jusqu'à ce que le président Macky Sall intervienne pour qu'il soit élargi et libéré et qu'il le permette de rentrer au pays. Je crois que tout cela, et ensuite le débat qui a été entretenu autour du financement parfois occulte de ces mouvements par un certain nombre de personnalités à l'époque. Je pense notamment à un procès par exemple qui est en cours, celui de Lamine Diack,
dont on dit par exemple qu'il aurait financé un certain nombre de mouvements, un certain nombre d'opposants. Donc ceci a enlevé un peu au crédit de mouvements qui à l'époque tapaient fort contre le régime. Et je crois que c'est tout cela combiné qui permet aujourd'hui au président Macky Sall de se prémunir d'un 23 juin. Momar Diom, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Aladj Malik. Sud FM chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Les pluies accompagnées de vents violents qui ont arrosé le sud-est du pays récemment n'ont pas épargné la filière banane. Selon le secrétaire général du collectif régional des producteurs de bananes de Tambacounda, les pertes sont estimées à des centaines de millions. Une évaluation est en cours d'après Adamandao. L'hivernage et la banane font bon ménage. Du fait que pendant l'hivernage, on n'irrigue pas, donc il y a suffisamment d'eau. Vous savez que la banane a besoin beaucoup d'eau et pendant l'hivernage, on a beaucoup d'eau et on économise en termes de gasoil. Donc vraiment, c'est bon pour les producteurs de bananes. Il y a eu des pluies accompagnées de vents violents au niveau du sud-est du pays, principale zone de production de bananes. Est-ce que ces vents ont eu des effets sur votre production? Oui, tout à fait, madame. Il y a eu des vents violents pendant la nuit du 14 juin 2020 au niveau de la banane. Il y a eu des dommages vraiment. Les vents ont endommagé plus de la partie de la production. Actuellement, nous avons fait une tournée avec la direction régionale du développement rural. Ils sont en train de faire le rapport et dès que le rapport sera terminé, on vous tiendra compte courant. Et les pertes s'estiment en des centaines de millions. Nous sommes en train de faire l'évaluation de ces pertes-là. On a demandé à chaque producteur d'évaluer les pertes qui sont survenues au niveau de leur parcelle. Et en ce moment, vous vous activez dans la production ou dans la récolte? Je sais que la banane, la production, elle est continue. Il y a des périodes de forte production et des périodes de baisse production. Actuellement, nous sommes dans des périodes de baisse production. Juste après l'hivernage, la production va reprendre, mais quand même, il y a eu des productions qui sont en cours et vraiment, avec l'assouplissement des mesures de l'État, actuellement, nous sommes en train de vendre la banane. La commercialisation se fait normalement. Une hausse de 0,7% de l'indice BRVM10 suivi d'un bond de 0,6% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 22 juin. La valeur des transactions est de 85 798 006 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 081 878 462 321 francs CFA, alors que celle des obligations est de 5 144 732 395 060 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadisen. Le rappel des titres, le lycée Seydou Nourou Tall va bel et bien reprendre les enseignements et apprentissages ce 25 juin. Conformément à la décision du gouvernement, les autorités ont trouvé une solution au problème de manque d'eau soulevé par la direction de l'école, les enseignants et les parents d'élèves. Selon l'inspectrice d'académie de Dakar, la CNO va mettre chaque jour à la disposition du lycée des citernes d'eau. 23 juin 2011, 23 juin 2020, 9 ans après les manifestations, rien que de la déception selon Tchern Bokoum du mouvement Agir. Les Sénégalais se prononcent également, même si les souvenirs amers restent. Ils demandent au gouvernement de ne pas oublier le but de cette manifestation. Il n'y a pas encore de convergence de lutte et une masse critique pour créer un rapport de force. Conviction du journaliste analyste politique Momar Diong. Coronavirus, le Sénégal a franchi le cap des 6 000 cas positifs, plus précisément 6 034 cas, 64 nouvelles contaminations et 3 nouveaux décès ont été recensés ce mardi. Info Éco avec Rapsa Ilmanouana a bouclé cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous laver régulièrement les mains, garder la distance et rester chez vous en compagnie des programmes de Sud FM, Sen Radio. Tout de suite, Sud Éducation avec Mariam Aïda.
Sud Éducation.